Voici quelques faits divers réels qui se sont peut-être produits près de chez vous. Alors, maintenant, quand vous vous baladerez en centre-ville, ou en montagne, ou dans un parc d'attractions, ou encore quand vous prendrez le train, vous ne regarderez peut-être plus votre voisin de la même manière. Qui n'a pas entendu parler du célèbre film Ça? Ce clown tueur qui communique avec les enfants à travers les égouts. Ce sinistre clown, une fusion de Bozo et de Ronald McDonald qui instaure la terreur dans une petite ville du Maine aux États-Unis. Eh bien, le criminel dont je vais vous parler aujourd'hui a inspiré la création du film de Stephen King. C'est difficile à croire qu'un tel personnage ait pu réellement exister, mais malheureusement, aux États-Unis, c'était bien le cas. Son nom, John Wayne Gacy. Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago. Il a deux sœurs. Son père, John Stanley Gacy, et sa mère, Marianne Helen Robinson. Petit, il est proche de sa mère et de ses sœurs. C'est un enfant qui est en surpoids et qui est souvent malade. Il ne s'entend pas du tout avec son père. C'est un alcoolique notoire, il bat sa femme, il bat son fils, et le rabaisse sans arrêt. Il le traite comme un moins que rien, pensant que ce dernier est homosexuel. Peu importe ce qu'il fera de sa vie, de toute façon, ce ne sera jamais assez bien pour cet homme d'origine polonaise et aux valeurs à l'ancienne bien ancrées. Mais malgré cela, Gacy aime son père. En 1949, alors qu'il n'a que 7 ans, Gacy est surpris avec un de ses camarades à caresser sexuellement une jeune fille, ce qui lui a valu de se faire fouetter avec un rasoir de barbier par son père. 2 ans plus tard, âgé de 9 ans, il subit des attouchements de la part d'un ami de la famille, mais Gacy n'ose pas en parler ni à son père ni à sa mère. Il a 17 ans quand il quitte le lycée et part vivre à Las Vegas. C'est une ville qu'il a toujours subjuguée et il devient préposé à la morgue. C'est là qu'il découvre sa fascination pour les cadavres. Gacy a avoué plus tard, un jour qu'il était seul au travail, être monté dans le cercueil d'un ado décédé et l'avoir embrassé et caressé le corps. Il dira qu'après cet épisode plus qu'étrange, il était choqué, mal à l'aise, et qu'il aurait décidé de démissionner et de revenir s'installer à Chicago. L'autre version est qu'il aurait été licencié après avoir été surpris avec plusieurs morts à avoir des comportements nécrophiles. Il reprend ses études à l'université et ressort diplômé en commerce en 1963 et trouve rapidement un travail de vendeur dans un magasin de vêtements. Il gravit les échelons et devient responsable d'un magasin. En 1964, il se marie avec Marlene Meyers, une collègue de travail. Le père de cette dernière lui fait une proposition intéressante. Il lui propose de diriger 3 de ses franchises KFC. C'est à cette période que Gacy accueille son premier enfant, un fils, puis un peu plus tard, sa femme donne naissance à une petite fille. Au travail, Gacy abuse souvent de son autorité sur ses employés. 3 d'entre eux l'accuseront de harcèlement. Mais toutes ces histoires resteront en interne. En 1968, il est arrêté pour le viol et agression sexuelle d'un mineur dénommé Donald Voorhees. Gacy avait engagé peu de temps avant un jeune homme de 18 ans pour tabasser Donald afin de l'obliger de retirer sa plainte, mais ce dernier réussit à s'échapper. Gacy est condamné à 10 ans de prison. Sa femme décide de demander le divorce, ne pouvant supporter de savoir son mari un violeur d'enfants. À la demande du juge, Gacy est vu par un psychiatre et il est diagnostiqué comme sociopathe et asocial. Le psychiatre déclare également qu'aucun traitement n'existe pour le guérir. En prison, il est apprécié pour son travail en tant que cuisinier et sera même pendant une période aumônier. Il raconte à ses codétenus qu'il a été condamné pour avoir montré à des ados des films pornographiques. Son père décède et il demande une libération conditionnelle. Il est vu alors par 2 psychiatres.
L'un déclara que la probabilité qu'il soit de nouveau accusé et reconnu coupable de conduite antisociale semble mince. Il réussit à duper ce dernier qui le croit inoffensif. Quant au deuxième, l'expert déclare qu'il est un prédateur, soulevant des risques futurs possibles. Mais le comité se réfère au premier avis du psychiatre et Gacy est libéré au bout de 2 années de prison. Il a 26 ans. Il veut refaire sa vie et ne veut surtout pas que son passé soit connu. Suite au décès de son père, il tombe dans une terrible dépression, s'en voulant de ne pas avoir renoué avec son père avant sa mort, malgré une enfance malheureuse à ses côtés. Il décide de retourner chez sa mère et un ami de la famille lui trouve un emploi de cuisinier. Après quelques mois, Gacy s'achète et partage une maison dans la banlieue de Chicago avec la participation à 50% de sa mère. La maison est située dans un quartier calme et familial. Et en août 1971, Gacy se fiance à Carol Hoff, qu'il avait fréquentée quelques années avant au lycée. Elle a 2 filles d'une précédente union, et toutes les 3 emménagent dans la maison de Gacy. La mère de Gacy déménage quelques mois avant le mariage de son fils, le 1er juin 1972. C'est à ce moment-là qu'il arrête d'être cuisinier et ouvre sa propre entreprise. Il nomme son entreprise PDM, Peinture, Décoration, Maintenance. Et il embauche de nombreux adolescents du quartier avec des contrats de courte durée. Plusieurs de ses proches s'interrogent quant au pourquoi de faire venir des jeunes garçons mineurs. Il justifie cela par une histoire d'impôts et de marges plus faibles que sur des adultes. Au bout de 3 ans seulement, son entreprise fait 1 million de bénéfices. Un jour, sa femme trouve dans ses affaires des photos d'hommes nus. Elle lui demande des explications et c'est à ce moment-là qu'il lui avoue être bisexuel. Il sort de plus en plus et découche souvent, prétextant être resté sur un chantier. Sa femme, qui n'est pas dupe, observe et espionne son mari. Elle le surprend à plusieurs reprises emmener des ados dans leur garage. Elle fouille dans ses affaires et y découvre de la pornographie gay et un portefeuille avec plusieurs pièces d'identité d'hommes. Elle découvre des vêtements d'enfants dans leur maison. Elle s'interroge sur qui est vraiment son mari. Elle va le voir et lui demande des comptes, et celui-ci se met en colère en lui répondant que ça ne la regarde pas. Les disputes s'intensifient et Carol demande le divorce et l'obtient le 2 mars 1976. Gacy, qui a besoin de reconnaissance et de lumière, décide d'entrer en politique et a de nombreux projets bénévoles, notamment aller dans les hôpitaux déguisés en clowns pour faire rire les enfants malades. Ce qui impressionne un homme politique, M. Matwick, qui, ne connaissant pas le passé judiciaire de Gacy, le nomme à la commission de l'éclairage public, puis en 1975 à la trésorerie du secrétaire du comité. Cette même année, il est même nommé directeur du défilé annuel de la communauté polonaise de Chicago. À cette occasion, il est photographié serrant la main à l'épouse du président des États-Unis, Jimmy Carter. Cela lui a amené une certaine respectabilité. Entre 1974 et 1978, il organise chaque année une fête d'été avec un thème différent, réunissant une grande partie du quartier. Jusqu'à 400 personnes se ruent pour assister à ces fêtes. Gacy avait pour habitude de porter un déguisement, une sorte de déguisement de clown. Pogo le clown, pour, dit-il, amuser les enfants. Mais je ne sais pas pour vous, mais il fait plus peur que rire, non ? Il disait que faire le clown était relaxant, qu'il aimait divertir les enfants. Faire le clown était une façon pour moi de me détendre. J'aimais divertir les enfants. Certaines personnes aiment se détendre de manière différente, en sortant boire un verre. Moi, lorsque je me maquillais en clown, j'étais détendu, racontera-t-il dans une interview accordée en 1998.
Quand j'ai commencé, j'ai régressé en enfance. C'était amusant d'être un clown, parce que tu pouvais être toi-même ou simplement te laisser aller et faire l'imbécile. Tu peux être burlesque, drôle et passer du bon temps. C'est dans la nuit du 2 janvier 1972 que Gacy commet son premier meurtre. Après une fête de famille dans la soirée, il décide de se rendre dans le Bronx pour assister à une exposition de sculptures sur glace. Pour cela, il se rend à la gare routière et fait la connaissance d'un jeune homme de 16 ans, Timothy McCoy. Ce dernier attend son train qui ne doit pas partir avant le lendemain matin. Gacy lui propose alors de lui faire visiter Chicago et de le ramener passer la nuit chez lui en lui assurant qu'il le déposera le lendemain matin avant le départ de son train. Gacy expliquera plus tard qu'à son réveil, il aurait aperçu Timothy avec un couteau et que ce dernier aurait tenté de le tuer. Il se serait défendu et l'aurait poignardé. La peur de retourner en prison l'aurait fait prendre la décision de l'enterrer dans le vide sanitaire, sous la maison. Il dira qu'après ça, il s'est senti anéanti, mais qu'il a également ressenti des choses incroyables au plus profond de lui. Et que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que la mort était le frisson ultime. Il laisse passer 2 ans après l'assassinat de Timothy, et son deuxième meurtre se situe en janvier 1974. Il ne donne pas de détails, il dira juste l'avoir étranglé et enterré dans son vide sanitaire. Le 31 juillet 1975, John Butkovitiv, 18 ans, est employé dans l'entreprise de Gacy. Il disparaît mystérieusement, sa voiture est retrouvée avec les clés sur le contact et ses effets personnels sur la banquette arrière. La veille de sa disparition, une altercation avait éclaté entre Gacy et John. John lui reprochait de ne pas lui avoir payé 2 semaines de travail. La famille, au courant de cet événement, en avisa rapidement les forces de l'ordre et des dizaines d'appels furent passés au commissariat pour que l'enquête s'oriente vers Gacy. Et qu'est-il arrivé à John ? De ce que l'on sait et de ce qu'a bien voulu avouer Gacy aux enquêteurs, Gacy aurait invité John chez lui pour parler de ce différend. Il lui aurait proposé un verre, puis il serait arrivé à persuader John de se laisser menotter en prétextant un tour qu'il a l'habitude de faire quand il est déguisé en Pogo le clown. Il dit à John que ce sont de fausses menottes et qu'il va lui dévoiler son tour de passe-passe pour les retirer facilement. Mais John n'arrive pas à les retirer et Gacy le viole et finit par l'étrangler. Il l'enterre toujours au même endroit, sous sa maison. Les policiers de Chicago, n'ayant aucun élément contre Gacy, finissent par conclure à une fugue. Et l'enquête est clôturée. Gacy continue à inviter les adolescents chez lui, leur montrant le tour avec les menottes. Il ne se contente plus de violer et tuer, il les torture et il y prend goût. Il utilise des cartes de poker enflammées, il fait couler de la cire de bougies fondues sur leur corps, il les noie à plusieurs reprises dans sa baignoire. En signe de domination, il urine sur ses victimes. Il viole ses victimes avant, mais aussi après les avoir tuées, gardant les corps pendant 1 jour ou 2 près de lui. Le 22 mai 1976, il invite Mike Rossi, 16 ans, chez lui et lui propose de l'alcool et de la marijuana. Ils passent la nuit ensemble et le lendemain matin, Gacy veut lui montrer le tour avec les menottes. Mike réussit à survivre à son agression. Il ne prévient pas la police et entretient avec Gacy une relation étrange et malsaine. Il n'y a aucune preuve, mais de gros doutes furent tournés vers une éventuelle complicité de Mike pour les meurtres commis par Gacy. Le 10 janvier 1977, John Sake, 19 ans, disparaît. Gacy rencontre John dans un parc à Chicago sous une pluie battante. Il lui propose de se mettre à l'abri, ils discutent, et Gacy l'invite chez lui. Ils ont des relations sexuelles, puis, même scénario, Gacy convainc le jeune homme de se faire menotter.
Il le tue et l'enterre avec l'aide de Mike sous la maison. Tous les deux vont ensuite récupérer la voiture de John, une Plema Satellite de 1971. 2 mois plus tard, Mike Rossi est arrêté au volant de la Plema alors qu'il vient de voler de l'essence dans une station-service. Mike explique aux policiers que la personne avec qui il vit pourra tout leur dire, que c'est un malentendu. Gacy leur indique qu'il a acheté il y a quelques semaines la voiture à John Sake, qui avait besoin d'argent pour quitter la ville. En avril 1977, Mike Rossi décide de quitter la maison de Gacy. Le 11 décembre 1978, Robert Piste, âgé de 15 ans, disparaît devant la pharmacie où il travaillait. C'est un bon élève, il est décrit comme un enfant modèle et travaille pour s'acheter une voiture. Le jour de sa disparition, c'est l'anniversaire de sa mère. Sa mère était venue ce soir-là le chercher en voiture et avait eu son fils quelques minutes avant au téléphone qui lui disait qu'il aurait un peu de retard car il était en entretien avec un homme qui lui proposait un travail mieux payé. Sa mère attend dans la pharmacie et flâne dans les rayons mais commence à trouver le temps long. Ne voyant pas son fils, elle rentre au domicile, récupère son mari et cherche aux alentours des traces de Robert. Il décide d'appeler la police quelques heures plus tard. C'est un jour qu'il ne manquerait pour rien au monde, celui de l'anniversaire de sa mère. Alors c'est sûr, sa disparition, elle n'est pas normale. C'est le lieutenant Joseph Kozenzak qui prend l'affaire et dès le début, il ne croit pas du tout en une fugue. Il découvre rapidement que l'homme à qui Robert parlait n'était autre que Gacy. Le lieutenant fait une enquête sur Gacy et il découvre que dans son casier judiciaire, ce dernier a été incarcéré en 1968 pour le viol d'un adolescent. Il est alors étonné qu'un délinquant sexuel de mineur soit en liberté et sans surveillance. Il décide de saisir le juge et obtient un mandat pour perquisitionner à son domicile 2 jours après la disparition de Robert. Dans sa maison, les enquêteurs découvriront une arme, plusieurs badges de police, une seringue et des aiguilles hypodermiques seront retrouvées quant à elles dans la salle de bain. Ils découvrent la fameuse paire de menottes, des vidéos pornographiques et des livres sur l'homosexualité. Dans sa chambre, posée sur une commode, les policiers tombent sur une bague de lycée Man West de la classe de 1975, avec les initiales JAS. Il s'avère que les enquêteurs authentifieront cette bague comme étant celle de John Sake, disparu le 10 janvier 1977. Dans la poubelle, les policiers découvrent un reçu photo de la pharmacie de Misson et de la Cordelette. Tous ces éléments ne suffisent pas pour procéder à son arrestation. Les policiers mettent donc sous surveillance Gacy 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fatigué d'avoir la police sur son dos sans interruption, Gacy fait appel à des avocats et décide de déposer une plainte civile contre la police pour harcèlement. Les employés de la pharmacie sont interrogés et une jeune femme déclare aux enquêteurs que Robert lui aurait prêté son blouson quelques minutes car elle travaillait en réserve où il faisait froid et que par inadvertance, elle aurait laissé dans les poches son ticket de développement photo. Robert lui aurait ensuite demandé son blouson car il avait un rendez-vous à l'extérieur avec un homme pour du travail. Voilà donc qui relie Gacy avec Robert. Le ticket photo dans sa poubelle provenait bien des poches de Robert. Les policiers l'arrêtent et une nouvelle perquisition est ordonnée par le juge après la découverte de ce nouvel élément. Un des officiers remarque plusieurs objets mis en vrac dans une pièce. Il pense que peut-être ces objets proviennent de vols. Il fait mine d'aller aux toilettes pour fouiller dans la salle de bain, ne trouve rien, et tire la chasse d'eau pour être crédible. C'est à ce moment-là qu'une remontée à travers les bouches d'aération, une remontée d'odeur de corps en décomposition lui embaume les narines. Il connaît très bien cette odeur. Un technicien descend alors dans le vide sanitaire et découvre des corps putrifiés et des os humains. Ce policier hurle que l'endroit est rempli de corps d'enfants par dizaines. Les victimes découvertes étaient tous dans un état de décomposition avancée. Robert Pease n'était donc pas à cet endroit. La maison est un véritable charnier. Il y a des corps enterrés dans le jardin aussi.
Le 22 décembre, en présence de ses avocats, Gacy fait une déclaration formelle dans laquelle il avoue avoir assassiné une trentaine de jeunes hommes. La plupart, bien sûr, se trouvaient dans son vide sanitaire, mais on retrouvera également 3 corps enterrés dans le jardin. Il se justifiera en affirmant qu'il s'agissait de prostituées, d'escrocs, de menteurs, de voleurs, et qu'il les avait enterrés dans le vide sanitaire car ils lui appartenaient, que ce n'était pas grave de les avoir tués, qu'ils n'étaient pas importants. Et Gacy accuse également Mike Rossi de plusieurs meurtres. Il déclare qu'ils sont tous venus chez lui de leur plein gré et qu'il n'a pas la mémoire de tous les noms. Concernant Robert Piste, il avoue l'avoir attiré chez lui et l'avoir étranglé le soir du 11 décembre. Il déclare avoir passé la nuit avec le cadavre de Robert et s'être débarrassé de son corps le lendemain dans la rivière. Pour aider la police, Gacy dessine un plan de son sous-sol avec les emplacements précis des corps. Robert Piste, quant à lui, est retrouvé dans la rivière Illinois en avril 1979. La famille de ces derniers porte plainte contre Gacy pour meurtre et dépose plainte contre le Conseil de libération sur parole qui avait autorisé la sortie de Gacy après seulement 2 ans d'incarcération. Une plainte est également déposée contre la police de Chicago pour négligence. Gacy est envoyé à la prison du comté de Cook. Des psychiatres l'examinent pour voir s'il est sain d'esprit, et la thèse de la folie ou de l'aliénement mental est écartée. Gacy parle alors d'un dédoublement de personnalité et d'un certain Jack qui prendrait possession de son corps quand il est alcoolisé. Il déclare que tous les meurtres ne sont que de la légitime défense. Ses avocats décident de plaider la folie. S'il est déclaré fou, il échappera à la peine de mort et à la perpétuité. Mais la folie reste très compliquée à prouver au tribunal. Les familles qui assistent au procès sont sous le choc, et Gacy, qui voit des mères et des pères en pleurs, les regarde en ricanant. Et après 5 semaines de procès, les jurés se retirent 2 heures et donnent leur verdict. Gacy a 37 ans quand il est condamné à la peine capitale. C'est un soulagement pour les familles. Il passera 14 ans dans le couloir de la mort, recevant de nombreuses lettres de femmes qu'il admirait et prétendait l'aimer. Il se mariera avec l'une d'entre elles, et ce sera son 3e mariage. Pendant ces 14 années de détention, il peindra de nombreux tableaux, des portraits de clowns, des scènes de Bambi. Le détenu, qui se compare à Michel-Ange, fait exposer dans des galeries d'art ses toiles. Ces dernières partiront comme des petits pains, dont certaines pour 20 000 $. Un acheteur fortuné les achètera toutes et invita les familles des victimes pour procéder à la destruction de toutes ces toiles par un immense feu. Le 10 mai 1994, âgé de 52 ans, alors qu'il a fait plusieurs fois appel, il est exécuté par injection et prononce ces derniers mots. « Kiss my ass ». Traduction française étant « Embrasse mon cul ».